le temps pour nous justement de prendre l'actualité béninoise marquée justement par cette volonté affichée par les autorités, celle bien sûr de ne pas autoriser, selon nos informations, l'acheminement du pétrole brut nigérien par le pipeline Export. Selon, bien sûr, nos informations, le Bénin a donc décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Sebeboji au Bénin, où atterrit notamment l'éléoduc, à en croire justement les précisions qui ont été apportées par cette même source-là. La décision a été notifiée à la Chine par le gouvernement béninois. Du coup, la question qu'on se pose ce soir d'entrée, André Kistel Fanga, est-ce que finalement le président Patrice Talon a-t-il trouvé le moyen idéal, celui justement de contraindre les autorités nigériennes à procéder à la réouverture de leurs frontières avec le Bénin, quand on sait qu'au lendemain justement du changement de la position de la CEDEAO, les autorités béninoises avaient fait un pas dans ce sens? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les autorités béninoises sont eux-mêmes dépassés par leur situation qu'ils ont créée. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le premier sujet, vous avez vu qu'on a expliqué que ce n'est pas la Russie ou bien Vladimir Poutine qui est l'ennemi des Occidentaux. C'est plutôt les Occidentaux qui sont les ennemis de Vladimir Poutine. Donc, et c'est la même chose aujourd'hui avec les États de la CEDEAO. C'est les États de la CEDEAO qui étaient en guerre contre le Niger, qui voulaient absolument punir le Niger par rapport à au coup de révolution qui s'est produit dans leur pays. Et tous se sont lancés à l'aveuglette suivant cette décision malencontreuse, cette décision inhumaine, n'est-ce pas, pour sanctionner le Niger. Maintenant que le Niger a pris de la graine, a pris du volume, a dit ok, d'accord, je deviens un pays, n'est-ce pas, hors CEDEAO. Oui. C'est-à-dire, je deviens un pays qui n'appartient plus à la communauté, n'est-ce pas, économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quand ils prennent cette décision, ça veut dire que chacun maintenant doit gérer, n'est-ce pas, son espace, doit gérer maintenant ses frontières, doit gérer maintenant beaucoup d'autres choses, même des contrats qui étaient là déjà avant. Par exemple, ce contrat de transport du pétrole, n'est-ce pas, entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et on en passe, n'est-ce pas. C'est cet oléoduc-là qui existait depuis, n'est-ce pas, des lustres. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Bénin ne peut qu'utiliser ce moment parce que le Bénin lui-même se retrouve perdant dans cette situation où les frontières sont fermées. Donc, le président Talon veut utiliser justement peut-être un moyen de chantage. Un moyen, n'est-ce pas? Pour vous, c'est un moyen de chantage. Mais bien sûr. Peut-être pour trouver... Mais qui profite justement de ce moyen de chantage, puisque le logique, lui, il est là. Il doit normalement être profitable aux deux pays. Oui. Il doit être profitable aux deux pays. Il est profitable aux deux pays. Mais comme ce n'est pas seulement l'éléoduc qui, n'est-ce pas, qui est le problème, la frontière étant fermée entre le Niger et le Bénin, on peut en profiter d'une occasion, n'est-ce pas, pour ouvrir ou bien pour faire un peu de chantage aux autorités, n'est-ce pas, de transition du Niger, en leur disant, ok, si vous n'ouvrez pas les frontières, n'est-ce pas, même l'éléoduc ne fonctionnera pas comme il se doit. Donc, je pense que... Mais n'est-il pas dans une sorte de logique, le président béninois, quand il dit pas de débarquement du brut nigérien, si la frontière en elle-même reste fermée? Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un élément de chantage. Vous comprenez un peu? C'est un élément de chantage pour essayer, n'est-ce pas, de ramener les autorités de transition, n'est-ce pas, sur la table de négociation. Et je pense qu'il y a eu des ententes, il y a eu des dialogues, il y a eu, n'est-ce pas, des réunions, n'est-ce pas, avec les douaniers et les officiels, n'est-ce pas, du Niger et ceux du Bénin. Il y a de cela quelques mois, je crois. Il y a eu ces ententes-là pour essayer de voir comment certains projets ne doivent pas être impactés par la fermeture, n'est-ce pas, des frontières. Donc je pense que si le président Talon, n'est-ce pas, en profite aujourd'hui avec le transport du pétrole nigérien, maintenant, alors il pose ça comme un préalable, n'est-ce pas, pour l'ouverture des frontières entre les deux États. Ce qui fait partie de la politique, de la géopolitique, de la stratégie de comment obtenir peut-être, n'est-ce pas, l'ouverture de ces frontières-là. Mais nous devons savoir que les éléments dont il avance, n'est-ce pas, le ODUC ne devait pas être concerné. Parce que même
Vous savez tous que même en temps de guerre, même dans deux États, il y a certains secteurs qui ne sont pas On le voit touchés. tout à l'heure avec la Russie, on le voyait avec le gaz russe qui continue à alimenter. Justement, en dépit justement des divergences qu'on pourrait avoir sur le plan politique. Vous voyez que les deux sujets sont même très joints, très liés. Ça, c'est très intelligent. Vous voyez un peu. Vous retrouvez que les deux projets, les deux thématiques, nous font comprendre que même en matière de désagrément, il y a certains éléments, n'est-ce pas, de base qui ne sont pas touchés. C'est-à-dire, vous avez vu si les Américains et certains Ukrainiens n'avaient pas détruit Nord Stream. Oui. L'Allemagne continuerait à avoir son gaz, l'Europe continuerait à se ravitailler, n'est-ce pas, au gaz russe. Vous avez vu les négociations même pour le blé. Pour le blé, n'est-ce pas, ukrainien et russe. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a certains éléments, n'est-ce pas, qui, même quand vous êtes en conflit, vous permettent de les laisser circuler normalement comme il faut. Donc, en attendant de régler le conflit, n'est-ce pas, autrement. Mais je pense que Talon, n'est-ce pas, bon, c'est un businessman. Il réfléchit en businessman et non en chef d'État. Mais que doivent faire les autorités nigériennes dans le cas précis? Je pense qu'il faut avec justement cette position du Bénin. Il faut qu'il réponde à Talon en businessman et non plus en chef d'État. Parce que c'est du business que M. Talon est en train de faire là maintenant. C'est un peu du chantage, n'est-ce pas, comme il en a l'habitude de faire. Parce que M. Talon, pour qu'il devienne milliardaire, le premier milliardaire béninois, il a fait le chantage à l'État du Bénin. Il a récupéré plein de sociétés qui appartenaient à l'État béninois pour en faire sa propriété privée. Vous voyez un peu où il est devenu ou bien l'actionnaire majoritaire ou bien propriétaire quasiment, n'est-ce pas, surtout dans la cotonnerie où il est le roi du coton. Donc vous comprenez qu'il agit là en tant que, n'est-ce pas, businessman, mais pas comme chef d'État. Mais logiquement, les autorités, n'est-ce pas, de transition du Niger doivent lui rappeler à l'ordre, n'est-ce pas, en lui disant que non, cette affaire n'a rien à voir parce que s'il y a eu des réunions, il y a eu des concertations par rapport à certains projets. Je crois que c'était des douaniers, des services de douane, n'est-ce pas, des deux États qui s'étaient concertés. Et donc, si les deux services, n'est-ce pas, se mettent déjà ensemble, ça veut dire que les trucs comme les léoducs, n'est-ce pas, ne doivent pas être impactés, n'est-ce pas, dans les différends qu'il y a entre les deux États. Surtout que ces léoducs-là ne servent pas seulement au Niger, ne servent pas seulement au Bénin. Le Nigeria aussi est concerné, vous comprenez. Donc, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu par rapport à ces éléments-là. Donc, véritablement, qu'ils n'utilisent pas ça comme moyen de chantage, mais qu'ils aillent simplement demander pardon à ses frères du Niger que vraiment j'avais commis une erreur en faisant fermer les frontières. Alors que d'autres pays, il faut rappeler que même quand la CEDEAO avait pris des décisions de fermeture des frontières, bien sûr, avait pris la décision de fermer les frontières, n'est-ce pas, ou bien de sanctionner le Niger, il y a des pays qui ont laissé, n'est-ce pas, leurs frontières ouvertes pour qu'on continue à travailler, n'est-ce pas, avec le Niger. Donc, c'est pour ça que j'aime souvent, Diawara, il parle souvent des sanctions inhumaines. Et ça, quand des hommes censés prennent des décisions inhumaines, ce n'est que le genre de conséquences là qui peuvent arriver aujourd'hui. Linda Larbaoui, pas de débarquement de brut nigérien depuis le terminal de Sémékpochi si le Niger maintient sa frontière fermée avec notamment le Bénin. C'est la condition posée par Cotonou sur la suite d'ailleurs de la coopération liée à l'exploitation de l'éoduc entre les deux pays. Alors, là, trouvez-vous justifier cette position du Bénin au regard justement des enjeux autour de l'exploitation de cet éoduc? Est-ce que vous nous recevez, Linda? Alors, que se passe-t-il avec le retour de Linda Larbaoui qui est toujours avec nous? Nous abordons à l'instant, bien sûr, la thématique en rapport avec... Voilà. Allez-y, Linda. Je disais, elle est justifiée, oui. Tous les pays actuellement en Afrique sont soumis à des pressions extérieures. Pour revenir à l'histoire des hydrocarbures en Afrique, l'Union soviétique n'a jamais pu infiltrer l'Afrique dans ce domaine. La Chine encore moins.
La Chine a développé un système qui est extraordinaire pour commercer et pour s'infiltrer dans le commerce international. Pour la première fois, les Chinois dépassent les Américains. Les Américains ont enregistré en PIB 25 trillions de dollars et les Chinois 30 trillions de dollars. C'est ce qu'ils ont affiché. Sachant que les chiffres américains sont truqués parce qu'ils mettent les assurances là-dedans et ils mettent aussi la médecine là-dedans. Il n'y a pas de patients chez eux, il y a des clients dans tout ce qui concerne la médecine. Donc leur PIB, c'est plus une économie de prestations et de services qu'une véritable économie productive comme celle de la Russie ou celle de la Chine. Je parle de la Chine, pourquoi ? Parce que la Chine a réussi un grand coup. La Chine a réussi là où tout le monde a échoué, c'est de rétablir le lien entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et dans leur politique, pour éviter qu'il y ait un conflit armé ou qu'il y ait un conflit politique, il faut qu'il y ait des investissements communs. C'est ce que les Chinois ont fait avec leur pire ennemi, qui est l'Inde. Et d'où la création justement de ce bloc du Sud pour commercer ensemble. Donc les Chinois qui sont dans ce conflit ont fait appel à eux pour qu'ils essayent de calmer le jeu. Mais ce que les Africains doivent comprendre, c'est l'histoire des hydrocarbures, c'est profond. Actuellement, il y a une entente entre tous les pays africains, il y a un travail qui se fait au sein de l'Union africaine pour faire du Niger une plateforme pour distribuer le gaz. Tout le gaz est réuni au Niger. Il y a un gazoduc qui est prévu pour passer par l'Algérie, mais il y a un deuxième gazoduc qui est prévu pour passer aussi par la Libye. Et on essaye de stabiliser la Libye. Donc le Niger est en train de jouer un rôle central pour développer l'énergie au sein de l'Afrique déjà, et pour aussi qu'on puisse vendre notre propre gaz avec nos propres intérêts à nous, sans passer par des sociétés étrangères. Bien évidemment, il y a des partenaires comme les Chinois, comme les Russes qui sont aussi dans ce projet, mais il y a aussi l'histoire du pétrole. Déjà, les rois du pétrole en Afrique, ce sont les Américains. Donc forcément, il y a une influence américaine pour faire pression sur le président Talon et essayer de faire pression sur le Niger, puisque le Niger vient de chasser les Américains. Il y a un lien, forcément il y a un lien. Mais dans tout ça, Talon a marché dans le projet de gaz et le projet de pétrole. Puisque récemment, je vous ai envoyé tous ces documents pour rappeler quand même à nos téléspectateurs que je ne parle pas de ma tête, je vous ai tout envoyé. Récemment, il y a eu des signatures entre le Bénin, les deux Congos, le Ghana avec la Sonatrach. Le rôle de la Sonatrach et ce que l'Algérie a proposé, c'est quoi? C'est de former des cadres et que des sociétés justement nationales naissent au sein de chaque pays pour que les Africains puissent eux-mêmes exploiter leurs propres richesses. L'Occident ne veut pas nous donner le savoir-faire, mais la Sonatrach, qui est aujourd'hui un géant international, depuis 1973, on a acquis pas mal de savoir et nous avons beaucoup de brevets. Donc l'Algérie est devenue leader dans ce domaine. Elle va aider les pays africains à avoir leur propre cadre pour gérer tout ça. Donc, c'est un gros projet qui ne concerne pas le Niger uniquement, qui concerne aussi le Bénin. Mais le jeu des Américains est de diviser pour mieux régner. Ils ont dû mettre leur grain de sel là-dedans. Mais heureusement que nous avons la Chine qui est un élément stabilisateur et qui vont pouvoir gérer la crise. Talon essaye de forcer le Niger, oui,
Bien sûr que oui, puisque maintenant la CEDEAO demande aux pays de la AES de revenir vers la CEDEAO, parce que c'est un marché de 450 millions qui intéresse l'Occident, mais que Talon puisse continuer sur ce chemin où essaye de faire cavalier seul, il ne pourra pas. Il y a des contrats internationaux, il est obligé de marcher avec, et il est obligé aussi à un certain moment de se mettre à la table. C'est là où je rejoins notre ami sur le plateau. Il est obligé de se mettre sur la table des négociations, de négocier et d'avoir justement une ouverture. Il faut qu'on aille vers une accalmie dans ce dossier, et puis il faut pas confondre les intérêts communs et puis les intérêts individuels, et puis cette frontière qui ne concerne pas ni le gazoduc ni le pipeline, parce qu'il est convenu aussi qu'il y a un gazoduc qui passe par là. Et à côté de cela, et cette information, je tiens à la donner aux Africains, tout ce qui concerne l'uranium, c'est l'Afrique du Sud qui a pris les devants. Autant en Algérie, on a vu un sommet concernant les pays producteurs de gaz, en Afrique du Sud, presque au même moment, il y a eu un sommet concernant les pays producteurs d'uranium, et c'est l'Afrique du Sud qui prend la position de devant pour aller vers le Burkina et essayer de faire du Burkina aussi une plateforme qui réunit l'uranium africain. Donc ce sont des gros projets africains pour libérer l'Afrique de ces sociétés, ces géants, ces sociétés géants qui viennent profiter de nos richesses. Et Talon, au bout d'un certain moment, puisque le dossier est au sein de l'Union africaine et entre les mains de la Chine, à Talon, il est obligé à un certain moment de calmer le jeu. Si c'est lui qui en porte-à-faux, ça m'étonnerait que Gianni, parce que Gianni essaye de calmer le jeu justement, et juste après le coup d'État, le fameux coup d'État, il avait fait une déclaration que tout ce qui concerne ces gros contrats, il n'y aura pas de répercussions dessus, et que le Niger continuera justement à travailler avec les pays qui ont signé ces contrats qui concernent et le gaz et le pétrole. Donc, à un certain moment, là où les intérêts se croisent, il faut qu'il y ait une accalmie, et Talon va aller vers une accalmie, et les Chinois, ils ont un savoir-faire, je leur fais confiance. Mais au fond, Linda Larbaoui, vous allez garder la parole. À qui profite finalement ce statu quo ? Vous parlez des pressions qu'aurait subies le président Patrice Talon. Vous pointez d'ailleurs du doigt, de très près d'ailleurs, la responsabilité des Américains autour de tout cela. Mais au final, à qui profite ce statu quo, puisqu'il n'y aura pas de débarquement de gros Nigériens? Le statu quo profite aux Américains. Il ne profite pas aux Français. Dans les documents que je vous ai envoyés tout à l'heure, il y a Total Energy qui est dans le projet aussi, puisqu'ils avaient déjà des contrats. Donc, ils ont signé d'autres contrats avec la Sonatrach qui est en train de chapeauter tout ce projet. C'est les Américains qui sont réellement en chute libre partout. Actuellement, ce qui se passe à Bab el-Mandeb et Hormuz, c'est très grave pour eux, puisque les Houthis les empêchent quand même ils ont perdu 75% de ce qui volait chez les Irakiens, chez les Syriens. On parle de pétrole kurde, de gaz kurde. Il n'y a pas de gaz kurde, il y a une occupation des Américains de la Syrie, et ils sont protégés par leurs alliés Daesh, qui font attention aux gazoducs et qui volent. À côté de ça, vous avez les Iraniens qui ont bombardé, qui continuent à bombarder les casernes américaines. Ils ont dégagé déjà 1200 soldats, et les Américains sont en négociation avec les Irakiens pour quitter l'Irak. Donc, ils sont en train de perdre un peu partout, d'où l'histoire de Rafah hier. Les Israéliens, ils ont envahi Rafah.
il leur reste quoi? Il leur reste le gaz qui est en mer Égée et les Turcs ne se laisseront pas faire. Mais ben là, ils veulent attaquer le plus faible. Et ben là, le plus faible, c'est d'occuper Gaza, créer un port, débarrasser les Palestiniens de leur pays et puis en finir avec Hezbollah qui, lui, est la sauvegarde du Liban par rapport au gaz qui est offshore et au pétrole qui est offshore. Donc les Américains essayent d'avoir d'autres territoires, ils essayent d'avoir d'autres marchés, et c'est les Chinois qui sont là, et c'est les Russes qui sont là. Donc tout ce micmac peut profiter qu'aux Américains si jamais les Chinois échouent dans ce projet, ou les Russes échouent aussi dans ce projet, chose qui m'étonne, parce qu'ils ont des alliés quand même sur le continent, mais il y a l'élément aussi iranien qui joue un rôle très important en Afrique. L'Iran a investi l'Afrique il y a un peu plus de 15 ans. Et quand je dis investi, c'est-à-dire que l'Iran est présent par la communauté libanaise chiite, par sa propre communauté à elle et par des pays alliés aussi. Aujourd'hui, si on parle du Sénégal et si on parle aussi de la Mauritanie, tout ce qui est gaz offshore et pétrole offshore, l'Iran est dedans. Donc les Américains sont en train de perdre un petit peu partout leur hégémonie et leur intérêt. Donc ils viennent en Afrique voir des pays qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas aller vers une guerre ou aller vers, et ils viennent, ils leur font pression. Talon est indésirable chez lui, donc forcément il va marcher avec eux. Ils sont capables de vous créer un printemps comme ils l'ont fait partout. C'est toutes ces révolutions de couleurs, c'est des spécialistes les Américains. Je pense que Talon il va tout doucement. À un moment, je vous dis, les Chinois vont mettre le nez là-dedans parce que c'est leur intérêt aussi, c'est leur investissement. Oui. Et puis les choses vont se rétablir. Et plus les États-Unis s'affaibliront, plus l'Afrique sortira de toutes ces crises qui sont provoquées par les Américains. C'est des créateurs de conflits, c'est des fabricants de guerre, ça il faut jamais l'oublier. Ils sont pires que les Français, que les Anglais réunis. Merci à vous, Linda Larbaoui. Rappelons d'ailleurs que la société de gestion de pipeline a également été notifiée de façon donc plus concrète. Les autorités béninoises interdisent l'accès à leurs eaux aux navires qui auront comme mission d'embarquer le pétrole nigérien pour l'exporter. Cette information tombe alors que la station terminale du pipeline export Niger-Bénin a reçu ses premiers barils de pétrole il y a quelques semaines seulement. Depuis son lieu de production à Gadem, le pétrole parcourt environ 2000 km, dont 675 en territoire béninois, avant d'arriver d'ailleurs à sa destination, le port à eau profonde de Sébi. Alors, nous savons, André Kistelfanga, peut-être avant d'aller au standard, retrouver nos premiers appelants de la soirée. Cotonou avait tenté un rapprochement après la levée des sanctions de la CEDEAO, en ouvrant notamment sa frontière le 26 février dernier. Avec ce nouvel épisode, est-ce qu'il faudrait enterrer tout espoir de dégel entre Cotonou et Niamey? Je pense que quand Talon sera docile, parce que dans la logique de ce qui est en train de se passer, c'est un rapport de force entre deux États, n'est-ce pas, qui ont des partenaires différents. Les États-Unis viennent d'être chassés au Niger. Talon et ses amis de la CEDEAO sont des pro-européens occidentaux, n'est-ce pas? Alors, dans cette posture-là, on doit faire le bras de fer, celui qui doit plier le bras. Et nous constatons et nous savons tous que ces Talons et ces comparses, n'est-ce pas, qui doivent plier, n'est-ce pas, les Chines. Parce que le Niger, dans sa posture, dans sa révolution, a réussi. Et est en train de réussir davantage à construire, n'est-ce pas, quelque chose de solide et de hyper solide. Donc, véritablement, que le Bénin et M. Patrice Talon essayent de plier les Chines et de dire que véritablement, allons à la discussion, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que nous avons pris des sanctions contre vous, ou bien c'est parce que les intérêts sont différents? Alors, essayons de nous asseoir sur la même table et discutons pour que nous voyons le juste milieu, pour comment ça doit se gérer cette affaire-là. Donc, véritablement, c'est au Bénin de faire le premier pas, n'est-ce pas, que de procéder par chantage,
de procéder par ces méthodes-là de Siciliens. Vous savez que M. Talon, c'est un Sicilien, n'est-ce pas? C'est un gars du gang, de la mafia, de la grande mafia internationale. C'est un Sicilien. Donc, il veut utiliser les méthodes siciliennes avec vous appelez ça quoi? Les armoiries de l'État. Ça ne se fait pas. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que ces pays-là ont des conventions, ont des partenariats. Oui. Beaucoup de partenariats n'ont pas été résiliés malgré la fermeture des frontières. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les dirigeants reviennent, surtout du Bénin, reviennent sur de bons sentiments et plient les chines et demandent pardon au Niger et disent, bon, ok, retrouvons, mais et surtout que quand les bateaux accostent au Bénin, il y a des taxes qui sont payées au Bénin. C'est-à-dire, l'économie, n'est-ce pas, du Bénin est renflouée. Il y a des bénéfices. Quand toutes ces transactions-là se passent et tout ça, il y a des bénéfices. Donc, le Bénin a intérêt, n'est-ce pas, à ce que ça marche. Parce qu'ils en tirent des dividendes. Mais comme c'est une affaire personnelle, et Linda le disait tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport aux grands intérêts, n'est-ce pas, des grands barons, n'est-ce pas, planétaires, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout ça, qui sont derrière parfois des décisions comme celle-là, il dit non, procéder par rapport en fait, les États-Unis sont chassés. Oui. Il faut trouver un autre moyen pour mettre pression sur le Niger, pour essayer de voir est-ce qu'ils peuvent baisser l'intensité, est-ce qu'on peut passer par là, n'est-ce pas, pour négocier, n'est-ce pas, qu'on reste ou bien qu'il y ait autre chose. Je pense que ça n'a rien à voir avec cette décision-là n'a rien à voir avec le pétrole du Niger, mais c'est plutôt de gros intérêts, n'est-ce pas, des partenaires de M. Talon des Siciliens comme lui, pour justement faire un peu de chantage et trouver d'autres solutions à leurs problèmes qu'ils ont au Niger. Nous allons prendre M. André qui nous appelle.